prendre 2 pas de recul et puis arriver à répondre à ta question, parce que je pense que la question, c'est pas seulement la question de l'avenir de Belfius, c'est quel paysage bancaire global en Belgique et en Europe. Comment, pour définir les choses négativement, on évite une nouvelle crise bancaire qui coûte beaucoup d'argent à tout le monde, et comment, pour dire les choses positivement, on fait en sorte que le modèle soit plus vertueux, qu'il participe et du fonctionnement de l'économie et des enjeux démocratiques, environnementaux qui sont là. Dans ce cadre-là, pour moi, il y a place pour des banques publiques et des banques privées. Il y a des banques publiques qui peuvent dysfonctionner. Le caractère public n'est pas la garantie que ça va bien fonctionner. D'ailleurs, Dexia, on pourrait l'assimiler à une banque publique à l'époque, puisque dans le conseil d'administration de Dexia, il y avait des responsables politiques. Ma collègue Myriam Almassi de Groen, quand elle monte à la tribune, elle regarde tous les autres et les fusille, elle dit « Vous, les représentants des Dexia-Parteien », les partis qui étaient dans Dexia. Et par ailleurs, il y a des banques privées qui ont des modèles intéressants. Triodos, Nubé, qui n'existe pas encore, le Crédit Agricole, pas pour son modèle agricole, mais pour son modèle coopératif, et d'autres qui sont intéressants. Et notre vision des choses du futur modèle bancaire, c'est qu'il doit être diversifié, à la fois avec des banques publiques, mais aussi avec des banques privées, peut-être plus de petites banques, comme ça on répartit les risques, plutôt que d'avoir des banques systémiques to big to fail, et alors avec un niveau d'exigence à l'égard de chaque banque, beaucoup plus élevé en termes de régulation, faire sortir les banques de la bourse pour qu'elles ne soient plus justement soumises au court terme, augmenter la part du fonds propre, ça devient un peu technique, séparer les métiers bancaires, etc. Et donc, je pense que si on veut expliquer l'histoire, enfin si on veut trouver de l'adhésion pour Belfius, banque 100% publique, on doit l'inscrire dans une vision globale du système bancaire. Et si on veut créer de l'adhésion, moi je dis toujours que ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul. On doit trouver, faire des alliances. On peut crier très fort et être persuadé que son point de vue est le bon, et on l'est tous quand on fait de la politique. Mon parti est le meilleur, je suis le meilleur dans mon parti. Je pense la même chose, mais ça ne sert à rien de le dire et d'en être convaincu. C'est comment on fait pour que d'autres nous rejoignent et qu'ensemble, alors on puisse conduire à une décision qui se prendra à la majorité. Au-delà de ce qu'on fait déjà, donc la plateforme, les résolutions qu'on a déposées, les questions parlementaires que je pose, la manière dont j'essaye d'avoir accès aux médias, et quand j'ai accès aux médias de dire ça, que c'est possible, je pense qu'on doit montrer des exemples qui fonctionnent. Et je trouvais que c'était vraiment important ce que tu disais sur le fait que c'est pas parler martien que de dire une banque publique c'est quelque chose d'intéressant, c'est de regarder des modèles qui fonctionnent ailleurs. Et le modèle que nous on a en tête écologiste pour le moment, et ce serait intéressant de travailler ensemble, c'est le modèle de la banque KfW en Allemagne, qui est une banque de développement. Donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'État allemand a confié un capital important à KfW. C'était une banque de reconstruction à l'époque. Et aujourd'hui, le système fonctionne de façon absolument intéressante. KfW ne redistribue pas de dividendes à l'État allemand, mais les réinvestit et a des missions spécifiques de financement de l'économie locale, de financement du défi énergétique, isolation des maisons, développement des énergies renouvelables, de financement de projets Nord-Sud, et ça fonctionne plutôt bien. C'est vraiment un modèle intéressant. Donc, plutôt que d'être sur la défensive, en disant « Regardez-nous notre banque publique, surtout n'y touchez pas, il y a déjà trop de trucs qui sont privatisés », ce qui n'est pas faux, hein, mais essayons de donner envie, pas seulement de passer de la résistance au projet. Et peut-être qu'avec des plateformes comme Belfius et Tarnou ou CADTM, on peut chercher ailleurs en Europe. C'est toujours ce que font malheureusement les forces politiques et économiques contre lesquelles on se bat. Ils prennent des exemples ailleurs, mais des mauvais exemples. Ils font ce qu'ils appellent du benchmarking en disant on peut faire fonctionner une banque avec moins de travailleurs et avec plus de bénéfices, donc on va y arriver ici.
Ben nous faisons du benchmarking positif en disant là il y a un truc qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne et pourquoi on ne pourrait pas le faire aujourd'hui en Belgique. Je trouve qu'on pourrait alors être sur quelque chose qui passe de la résistance à l'enthousiasme. Mais il me semble qu'il y a quand même deux choses, c'est-à-dire que, enfin, une des choses qu'on a discuté pas mal au sein de la plateforme Belfius c'est à nous, c'est est-ce que oui ou non on doit mettre en avant en premier l'opposition à la privatisation, parce qu'on ne voulait pas juste être dans un message négatif. Mais en l'occurrence, l'État ayant lancé son offensive, il fallait bien faire quelque chose, parce qu'à partir du moment où elle est privatisée, même partiellement, on perd quand même du terrain. Donc c'est éviter de devoir faire une lutte de plus si elle est même privatisée partiellement. Et oui, effectivement, il doit y avoir un deuxième volet à ça qui est d'amener des propositions concrètes. Il me semble que les idées ne manquent pas et les exemples ne manquent pas, mais toute la question c'est comment arriver à les faire avancer. Et donc c'est pour ça que je vous demandais, que j'ai envie de vous redemander à tous trois, quels sont les leviers que vous, à la place où vous êtes, vous avez. Qu'est-ce qui selon vous peut fonctionner? Qu'est-ce qui vous manque? Comment vous concevez la stratégie politique pour faire avancer ce sujet-là? Sur la question de la stratégie politique, le PTB a une position assez claire que ce n'est pas dans le Parlement que les choses se décident. Donc on peut faire effectivement des résolutions, c'est important, on peut déposer plein de propositions, mais le véritable changement, il viendra par la mobilisation. Et je trouve que là-dessus, il y a plein d'exemples concrets qui existent aujourd'hui pour montrer que c'est en fait via les mobilisations et via la sensibilisation qu'on va pouvoir y arriver. Vous avez sans doute entendu parler des campagnes contre le TTIP, contre le CETA. Effectivement, c'est grâce à la mobilisation par en bas, la pression par en bas, qu'il y a eu des communes qui sont déclarées zones hors TTIP, zones hors CETA, provinces hors CETA, régions hors CETA, hors TTIP, qui a mis une pression par en bas et qui a fait en fait bouger les lignes. Le SPD, qui est le Parti socialiste en Allemagne, au début, le grand défenseur du TTIP et du CETA, quand il y a des centaines et des milliers de villes en Europe, et notamment en Allemagne, et des mobilisations monstres en Allemagne de milliers de personnes contre le TTIP et contre le CETA, à la fin, le SPD dit en fait, TTIP, on n'est pas pour. Mais qu'est-ce qui a fait bouger? C'est pas l'Esprit Saint qui est retombé du jour au lendemain sur la tête, c'est qu'il y a eu la pression par en bas, il y a eu des luttes qui ont fait que les lignes ont bougé. Et ça, c'est quelque chose que je retiens aussi de la mobilisation contre le TTIP et contre le CETA, même si elle n'est pas finie. Mais que le rouleau compresseur néolibéral, le rouleau compresseur de dire il faut privatiser les banques ou d'autres secteurs, il est très puissant, mais dès qu'on commence à y apporter une résistance, il commence à se lézarder. Hein, donc des partis ou même des personnes de l'establishment qui se battaient pour le TTIP, à un moment donné, se disent en fait finalement, vu la mobilisation, on n'est plus tout à fait d'accord que c'est la bonne solution. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et là je rejoins ce que d'autres ont dit aussi, ce que Jean a dit sur la plateforme. En fait, je pense que le débat d'idées, ce qui enchaîne souvent les gens, c'est dans la tête que ça se passe. Et il faut mener une lutte d'idées tous les jours, le gouvernement et les dirigeants des banques mènent un combat dans la presse, dans les journaux télévisés, dans les films de cinéma pour dire il n'y a pas d'autre solution, il faut privatiser. Et c'est à cette culture hégémonique, je dirais, de la droite et des forces du 1%, comme dirait Wall Street, on doit opposer une contre-culture, on doit pouvoir dire non, c'est possible autrement. Et ça, c'est une lutte d'idées qu'il faut mener. Et que, évidemment, que nous, en tant que PTB, et Georges en tant qu'EPO, et Michel en tant que syndicat, elle peut participer à ça, mais ce ne sera pas suffisant. Moi, j'ai pas le PTB, on peut voter tout ce qu'on veut, mais on est même si on était 10-15 au Parlement, ce qui empêche les gens de bouger, c'est souvent ce qu'il y a dans leur tête. Et donc, participer à créer un large mouvement d'opinion pour aller justement à l'encontre des idées qu'il faut privatiser Belfius et que c'est pas possible d'avoir une banque publique, c'est un courant d'opinion qu'il faut développer et chacun, je pense, a un rôle à jouer. Et je trouve que surtout dans la question des banques, on a une chance. On a une chance, c'est qu'à mon avis, l'opinion publique n'est pas très favorable aux banques privées, parce que le crash financier de 2007-2008 et les conséquences qu'on vit maintenant peuvent quand même semer les graines dans la tête des gens que les banques privatisées, le cas de la CGR est exemplaire, hein, 130 ans de banque publique,
elle est privatisée pendant 15 ans, on dit même pas 15 ans, et hop, crash financier. Donc je trouve que là, on a des histoires à raconter pour semer les graines, pour dire aux gens, en fait, non, le modèle qu'on nous propose, la privatisation de Belfius, ce n'est pas une idée, et qu'il y a d'autres possibilités qui sont revenues. Et là, je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'il faut des exemples extérieurs. Et alors, un dernier point que je voudrais rajouter, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point ce mouvement de reprise en main des services publics par des États ou par des collectivités locales est puissant. Il y a un rapport qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines qui s'appelle « À la reconquête des services publics ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rapport-là, il est très très intéressant. Donc c'est un rapport... Alors c'est un... De quoi c'est ? Oui, c'est ça, c'est ça. Et qui est vraiment un très très bon rapport. Où en fait, c'est un rapport qui montre que sur les dernières années, il y a eu 835 cas de ce qui s'appelle des remunicipalisations, c'est-à-dire des renationalisations au niveau local, dans des secteurs qui avaient été privatisés auparavant. Secteur de l'eau, secteur de l'énergie, secteur des transports, secteur de la gestion des déchets, etc., etc. Et en fait, il y a un large courant dans les pays industrialisés, dans 45 pays dans le monde, même plus large que les pays industrialisés, dans 45 pays dans le monde, de reprise en main par les collectivités locales, que ce soit des villes, ou des groupements de villes ou des provinces, de services qui avaient été auparavant privatisés. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas et qu'il y a un mouvement populaire pour les reprendre en main. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que c'est pas que des forces d'extrême gauche qui ont renationalisé toute une série de services publics, c'est aussi dans des communes qui sont parfois gérées par la droite, où il y a une pression populaire assez suffisante pour reprendre en main ça. Donc moi je ne suis pas fataliste en disant voilà c'est la NVA qui est au gouvernement et c'est le VLD au gouvernement et c'est eux qui décident. Non, il y a moyen de reprendre en main les services qui ont été privatisés. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples dans le rapport à la reconquête des services publics que j'ai cité. Ah bah alors, il n'y a pas sur les banques. Non, il n'y a pas sur les banques, parce que ça c'est vrai. Mais je veux dire, il y a un courant. Mais ce que les auteurs disent par contre, c'est qu'il y a un véritable courant dans la société pour renationaliser, et que ce courant il est passé sous silence pour 2 raisons. D'une part, parce que c'est des renationalisations qui sont faites au niveau local, donc c'est moins visible que le niveau nationaux, mais ça montre que c'est possible. Et 2, il y a des intérêts évidemment économiques qui font qu'on n'a pas du tout intérêt à montrer que c'est possible de reprendre en main de manière publique des services publics. Et le cas des banques est, à mon avis, un exemple intéressant qu'il faudra creuser. Et je rejoins là vraiment ce que Georges a dit sur les exemples positifs. Nous, on prend l'exemple de la Kiwi Bank, qui est une banque en Nouvelle-Zélande, qui était une banque qui était privatisée dans les années 80 et qui était renationalisée dans les années 2000 et qui montre vraiment des résultats très très intéressants parce que c'est bien la plus grande banque de Nouvelle-Zélande alors qu'elle n'était pas du tout au départ. Et donc c'est vraiment un exemple à mon avis à suivre, qui est un exemple de banque qui a décidé d'aller avec des services de proximité, d'aller aussi créer des agences dans les endroits qui ont été délaissés par les banques privées qui géraient le marché bancaire jusque-là en Nouvelle-Zélande. Oui, je pense qu'au l'intérieur de la banque, il faut une sensibilisation comme pour toute la population, parce que peut-être encore plus que les gens à l'extérieur, il y a tout ce discours aussi de la direction. Comme au niveau politique, vous êtes aussi contre un discours dominant. Et donc je crois que c'est un peu la même chose. C'est aussi une sensibilisation, pas seulement à l'intérieur de Belfius, mais pour tout le secteur. Une sensibilisation sur le rôle des banques, sur ce qui s'est passé, parce que moi je compare un peu à un travailleur dans la chimie qui est là dans cet ensemble, qui n'est pas bien conscient de ce qui arrive à partir de son usine, sur le milieu, etc. Donc c'est un petit peu aussi cette proximité, le fait d'avoir un intérêt particulier vis-à-vis, bon, c'est le patron, c'est celui qui paie ton salaire, c'est toutes ces choses qui jouent et qui rentrent, qui font encore que les gens ont peut-être encore plus tendance à se boucher les oreilles pour ce qui se passe. Donc je pense que cette sensibilisation, elle est extrêmement importante. On peut être conscient de tous ces éléments sans pour autant culpabiliser. Ce qui est un petit peu arrivé, je pense, avec la crise financière, où il y avait les critiques qui étaient
fait que les gens prenaient ça personnellement. Et donc je pense que là c'est important de comment on sensibilise. Parce qu'aussi, on parle parfois un peu de la régulation. Dans la banque, par exemple, la direction, chaque fois qu'on parle de régulation, elle dit « Ah oui, la régulation, ça fait augmenter les coûts, parce que les procédures sont complexes, et du coup, c'est une menace pour le personnel. » Donc il y a